Tant que tu fais quelque chose et que c'est amusant et que tu t'épanouis et tout le reste, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est juste une question d'épanouissement personnel. Juste après mon bac, je passais beaucoup de temps sur Internet. Là, il fallait trouver une façon de gagner de l'argent. Et c'est là, sur Internet, j'ai commencé à chercher, OK, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Et au fil du temps, j'ai commencé à faire des sites. Il y a une personne qui me contacte et qui me dit qu'il veut avoir un site avec des articles. Je me suis dit, waouh, je peux faire ce truc. Donc, j'ai fait ça rapidement, genre en 2 semaines. C'était beaucoup mieux que tout ce qu'il voulait. Pas la moyenne de combien? J'avais $4,000 pour 2 semaines de travail. $4,000 pour 2 semaines de travail. Et c'est là que j'ai acheté ma première voiture et tout le ouais. reste. C'était la belle vie, quoi. Donc du coup, à partir de ce moment où tu décides en fait de créer des solutions pour des clients finaux, des consommateurs finaux, quel a été ton premier projet ou ta Franchement, je ne me première idée de rappelle projet? pas, mais c'était des échecs seulement, les uns après les autres. Celui qui a marché là, que je dis, je l'ai lancé en 2014. Ça s'appelle Flowerco, mais j'ai revendu pour environ $250,000. C'est encore une bêtise, je vais dire, que j'ai faite. Le fait de vendre? Oui, le fait de vendre. Ouais. Et là, quand tu signes ce deal-là, comment est-ce que tu te réorganises après? J'étais l'un des premiers employés dans la Silicon Valley. Ils m'ont fait commencer développeur mid-level. Au final, on a levé $29 millions. C'était super bien payé. Tu te rends compte, en tant que salarié, tu gagnes beaucoup plus que... Pas la moyenne de combien? Je pense au terme de compensation, je devais être au moins au quart de million par an. Quel serait toi ton conseil pour un jeune qui se dit motivé, mais qui peut-être à cause de ses réalités se demande par quoi commencer? Ce que tu fais est extraordinaire, surtout en termes de vente. Tu maîtrises vraiment mieux que beaucoup de gens qui ont plus d'expérience et tout. Donc il suffit juste de continuer comme ça et d'améliorer et de délivrer plus de valeur aux gens qui te suivent et qui achètent chez toi. Il y a ceux qui parlent du digital et il y a ceux qui osent le construire réellement. Mon invité du jour fait partie de ces rares personnes qu'on peut considérer comme l'un des pionniers de l'univers tech africain. Il n'a pas attendu que l'écosystème soit prêt, il a pris de vitesse. Entrepreneur discret, mais redoutablement stratégique, il est à l'origine et a eu l'opportunité de travailler sur d'énormes solutions tech, dont sa plateforme Tama, plus connue si on doit associer son nom par la nouvelle génération. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir donc dans les studios de PodLab Ulrich Sossou qui va nous partager ici aujourd'hui puisqu'il a accepté de sortir de l'ombre pour parler avec nous de son parcours, de ses erreurs, de ses débuts et surtout ses vérités sur l'écosystème digital aujourd'hui. Bonjour Ulrich, comment vas-tu? Super, et toi? Super bien, je vais très bien. Déjà, je te remercie parce que j'imagine pas, je n'ose pas imaginer ton emploi du temps. Mais voilà. Mon temps il est libre, tu sais. Ah oui, à ce point, on ne l'aurait pas imaginé. Mais voilà, dès la première proposition, tu as accepté m'accorder ce temps pour qu'on te découvre parce que j'estime quand même que des profils comme toi, il est très important qu'on en parle, que la nouvelle génération s'en inspire. Parce que déjà, entre toi et moi, je crois qu'il y a plus de 2 générations d'écart. Mais voilà, Je me fais paraître vieux. Non, ça, c'est la vérité. Je te le dis clairement. Et voilà, tu m'as inspiré énormément, malgré le nombre d'années qui séparent, voilà, tout ça. Donc, j'estime quand même qu'il est important que d'autres personnes te découvrent également. D'autres personnes qui te connaissent, mais pas autant, savent exactement c'est qui Ulrich Sossou et voilà, s'en inspire. Donc là, tout de suite, on va pas démarrer pour parler de parcours, de projet à impact, parce que j'estime que chaque pionnier, voilà, avant toute chose, a eu des débuts, a été débutant également. Donc voilà, je veux qu'on revienne d'abord à la base. Si tu dois te présenter aujourd'hui, pour le peu de gens qui ne te connaissent pas, Ulrich Sossou, c'est qui il y a 10 ans en arrière, par exemple? Il y a 10 ans, c'est plutôt récent. Ah oui. Ouais, donc il y a 10 ans, c'est en 2015, c'est ça, non? Donc ouais, en 2015, je pense que j'étais en train de... Ouais, je travaillais sur une boîte que j'ai revendue 1 an plus tard, qui est une solution de marketing digital pour les agents immobiliers. D'accord. Qui s'appelle Flowerco. D'accord. Oui, et en même temps aussi, j'étais en train de commencer un startup studio, je vais dire, au Bénin, qu'on appelait TechExcel, avec le fondateur de Etri Labs. Ok, d'accord. Flowerco, c'était ton premier projet dans
industrie tech? Non, il y avait des projets avant. Il y en avait tellement qui ont échoué, des projets. Tu sais, quand on a plein d'idées, tu fais un truc, tu travailles dessus, un mois, tu te rends compte que ça n'intéresse personne, ou même plusieurs mois et tout. Mais j'ai oublié la plupart et tout. Mais c'était vraiment le premier qui a vraiment réussi, je vais dire. Mais sinon, avant, j'étais plus dans... Je faisais du consulting, du freelance, du consulting pour des entreprises un peu partout dans le monde. Jusqu'environ 2012 par là-bas. Et voilà, à partir de 2012 que j'ai commencé à lancer mes propres projets. Ok, mais comment tu découvres l'univers du freelancing? Je vais dire, c'est par hasard. C'est en voulant télécharger des mangas. Ah, t'es passionné de manga? Euh, Pas passionné parce que je ne passe pas mon temps dans les mangas aujourd'hui et tout. Je les fuis, je vais dire, parce que pour moi, c'est un peu comme de l'esclavage, je vais dire. C'est addictif. Tu dois, ça sort au Japon, donc tu dois attendre à 1h ou 2h du matin le nouveau manga, enfin, la Totalement. nouvelle édition et tout le reste. Donc j'ai un peu fui tout ça Totalement. parce que je trouve que, enfin, j'aime pas rester au réveil la nuit. Donc voilà un peu. Mais enfin, plus sérieusement, j'ai commencé, en fait, juste après mon bac, en 2005. Et il me regarde, c'est qui ce vieux là? Non, mais c'est assez impressionnant. C'est Ouais, la donc- première fois que je découvre tout ça. Donc. Voilà, donc après mon bac en 2005, ce qui s'est passé, c'est que je passais beaucoup de temps sur Internet. Déjà pour chercher une université, pour aller Ok. ailleurs et tout. Bon, j'étais parmi les meilleurs du Bénin aussi. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que tu restes une année au Bénin Ok. et pendant ce temps, tu cherches une bourse ou un truc comme ça pour aller ailleurs. Tu vois, donc j'étais en ligne, je cherchais comment avoir des opportunités de bourse, d'étudier à l'extérieur et tout le reste. Et en même temps, je passais beaucoup de temps. Enfin, quand tu vas sur les sites d'université, il y a des sujets super intéressants. Pour ceux qui aiment apprendre un peu de tout, tu vois, il y a des sujets, un peu de tout, hein, psychologie, physique, etc. Donc, je passais quand même beaucoup de temps dessus. Et aussi, je téléchargeais des mangas avec des amis. Donc, on était dans un petit cybercafé à Porto Novo où on passait toutes nos journées là-bas, tu vois. Et ça coûtait cher en ce moment. Je pense que c'était à 1000 francs l'heure. Et j'avais juste pas les moyens de payer. Donc, quand tu finis ton argent, tu restes là à traîner. Et Parfait. voilà. Donc, et au final, ce qui se passait, c'est que le gérant du cyber nous laissait naviguer gratuitement quand il n'y a pas de clients, puisqu'on l'aidait aussi à réparer les ordinateurs. Ah ouais, Et tout. carrément. Donc, je comprends. mais c'était quand même un peu contraignant parce que les moments où il n'y a souvent pas de clients, c'est la nuit. Donc là, j'ai commencé mon université toujours en fin 2005 là. Et ce qui se passait, c'est que l'université, c'était IRGB Africa à Cotonou ici. Et à cause de ça, je suis resté à Porto. Donc tu quittes, je me lève le matin par exemple à 7 heures, comme ça. Je dois être au cours c'était à 9 heures on commençait, donc c'était un peu plus truc. Ou à 8 heures, je quitte Porto. Et j'arrive au cours ici. On finissait tôt, le plus souvent, peut-être autour de 15 heures, parfois 13 heures. Parfois, ça allait à 17 heures, mais la plupart du temps, à 15 heures, on avait déjà fini. Donc, je rentre à Porto. Je vais directement au cyber avec mon habit et tout le reste. Ouais. Et je reste là toute la nuit. Enfin, je reste là, il fait nuit, et peut-être à 2 heures ou 3 heures du matin, quand ils doivent fermer, il n'y a vraiment plus de clients et tout, que je rentre et je dors un peu et je change mon uniforme, je ressors encore. Donc, c'était juste pas possible de faire ça pendant trop longtemps. Donc là, il fallait trouver une façon de gagner de l'argent pour payer. Et c'est là, sur Internet, j'ai commencé à chercher, OK, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Et voilà, donc j'ai découvert... Il y avait des forums en ce temps. Je sais plus, il n'y a plus trop de forums aujourd'hui, mais dans le temps, il y avait beaucoup de forums. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont juste remplacé ça. Et donc, sur les forums, il y avait des forums de marketing, sur comment gagner de l'argent et tout. Et là, il y avait des gens qui demandaient... Enfin, souvent, ils faisaient... enfin, il y a des gens qui vendent des livres libres de droit et tout, que toi-même, Libre de tu peux droit, revendre. revendre, oui. Voilà. Donc, mais souvent, c'était le monde anglophone. Donc, les gens dans le monde francophone voulaient... Les marketeurs voulaient des gens pour les aider à traduire ça de l'anglais au français pour pouvoir vendre ça en français. Donc, enfin, je me faisais payer pour ça. Et c'est là que j'ai commencé. Et au fil du temps, enfin, juste en quelques semaines ou mois et tout, j'ai remarqué au fait que, quand ils traduisent ça, ils traduisent les livres, ils traduisent les pages de vente et tout, ils ont quand même besoin de faire un site, mettre tout ça dessus. Et c'est là que j'ai commencé à faire des sites aussi. Ok. Voilà. Donc c'est là que tu démarres réellement. Ouais. Et à l'époque, est-ce qu'il existait déjà des plateformes comme aujourd'hui on parle de Fiverr? Est-ce qu'il existait déjà des plateformes pareilles? Oui, ils étaient en train de débuter aussi. Ok. Souvent, quand j'allais sur ces plateformes, il n'y avait
presque personne. Peut-être je pourrais voir un Camerounais, quelques Marocains et tout, mais c'était vraiment, en termes d'Africains sur cette plateforme, c'était plutôt rare et tout. Il y avait des plateformes comme, ce qui est devenu Upwork aujourd'hui, c'est la fusion de 2 plateformes. Il y avait Odesk et Elance. Ok. Voilà, donc c'est sur Elance, par exemple, que j'avais fait la plupart de mes revenus. Je pense qu'au total, j'ai fait, je ne sais plus exactement le montant. Si ce n'est pas 150 000 $, c'est 250 000 $ sur Elance. Ouais. J'étais vraiment le top parmi les développeurs, dans le top 100 et tout le reste. Donc les deux ont fusionné, après on donnait Upwork. Mais moi, j'avais déjà arrêté en ce moment. Ensuite, il y avait Get et Freelancer, il y avait Get et Coder, je pense. Je pense que c'est Get et Freelancer qui est devenu freelancer.com. Je ne sais même pas si c'est freelancer.com. Ouais, donc c'était les principales. Il y avait aussi coder.com, qui est français et tout. Mais eux, ils étaient un peu plus compliqués et tout. Donc je pense que je l'ai utilisé peut-être 2 ou 3 fois. Voilà. Mais c'était principalement Elance. Voilà. Et dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu un projet particulier qui t'a marqué ou qui t'a intéressé particulièrement? Ben, il y a eu pas mal de projets intéressants. Oui, je peux dire, il y a je ne vais pas dire un projet, c'est un groupe de projets, au fait. Tu vois. Ce qui arrive, au fait, quand tu commences comme ça, il y a tellement de choses à faire. Les gens se disent, dans le domaine enfin, quel que soit le domaine, hein, que ce soit la traduction, création de sites web, etc., que quelqu'un qui crée des sites web, il crée juste des sites web, tu vois. Mais par exemple, celui qui a une expérience à créer des sites web pour les restaurants, il va mieux le faire que celui qui est généraliste. Donc, au fil du temps, tu te spécialises d'une certaine façon. Donc, au fil du temps, moi, je me suis retrouvé à me spécialiser sur je vais dire, des applications, pas trop sites web, donc des trucs qui tournaient autour de WordPress, pas juste des sites web, mais tu développes vraiment des plugins avancés pour WordPress et tu fais des choses que normalement WordPress ne fait pas. Voilà. Et aussi, j'avais contribué aussi au développement de WordPress aussi, finalement. Ah oui. Et donc, dans cette période-là, je dirais autour de peut-être 2008 ou 2009. Donc, il y a eu toute une série de projets jusqu'en 2011 ou 2012 là-bas. Et c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Donc, il y a une personne qui me contacte et qui me dit qu'il veut une application ou un plugin WordPress qui permet de dupliquer, un site. Tu vois, parce qu'il travaillait avec des affiliés. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais beaucoup avec des marketeurs, comme j'avais dit et tout. Donc, il veut avoir un site avec des articles, il met les articles et tout dans son site, etc. Et puis celui gagne de l'argent avec, il veut des affiliés. Et ensuite, eux, ils vont venir sur une page, ils vont payer et cliquer un bouton et ça va lui dupliquer le site. S'il dit, par exemple, je veux un site qui parle de bien-être, par exemple, la personne finit de payer et clique, mais ces informations de serveur, en ce moment, c'était les trucs FTP et tout le reste. Et en même temps, il a un site qui lui parle, enfin, pour lui-même, quoi, avec son propre nom de domaine, etc. Totalement. Donc, j'ai fait ça. Et ensuite, cette personne m'a recommandé 2 ou 3 personnes aussi qui voulaient à peu près la même chose, tu vois. Donc, il y a eu quelques petites personnalisations. Et ensuite, il y a un autre qui voulait quelque chose de plus avancé. Je ne me rappelle plus trop des détails, mais quand même plus avancé que les premiers et tout. Donc, je lui ai fait ça. Et après, j'ai eu une idée de faire encore beaucoup plus avancé que ça. Les premiers, c'était autour de peut-être 1000, 1500 $, 2000 pour le travail. Celui-là qui voulait un truc plus avancé, je pense, au final, c'était revenu à 8000 $ pour le travail que je lui ai fait, peut-être sur 2 mois ou un truc comme ça, parce qu'il demandait encore des améliorations et tout. Mais après, j'ai eu une idée meilleure, au fait, puisque j'avais vraiment travaillé sur cette problématique et tout. Et je me suis dit, waouh, je peux faire ce truc. Donc, j'ai fait ça rapidement, genre en 2 semaines. Et je l'ai contacté. J'ai dit, ah, j'ai ce truc intéressant, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Il était vraiment, enfin, genre, il trouvait ça extraordinaire. C'était beaucoup mieux que tout ce qu'il voulait, au fait. Et c'était genre au moins 10 fois mieux, quoi. Ouais. Et il me dit, OK, tu me fais ça à combien? Moi, je regarde, OK, j'ai fait 2 semaines. Même s'il me payait mes 8000 $, c'était cool, quoi, tu vois. Mais en même temps, il faut qu'il me paye quand même plus que ça. Tout à fait, que c'est voilà. Une idée plus avancée. Un bon béninois qui aime discuter les prix, je dis, OK, s'il paye le double, c'est bon. Donc, je vais lui dire le triple du prix. Tu vois. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc là, c'était juste tous ces projets. Je pense que c'était peut-être autour de 2010, fin 2010, par là-bas. Et j'étais, OK, c'est cool. Donc, ça, il y avait 4000 $ pour 2 semaines de travail. 4000 $ pour 2 semaines de travail. Et c'est là que j'ai acheté ma première voiture et tout le reste. C'était la belle vie, quoi. Et donc, 6 mois plus tard, genre, en fait, je me rappelle le moment, genre, je pense que j'avais quel âge là? J'avais 23 ans ou un truc comme ça, tu vois. J'ai acheté une jolie Chrysler et tout. Quand je promenais dans la ville, quand je m'arrête quelque part, tout le monde tourne le regard.
Et voilà. Tu t'es refait en un seul projet. Ouais. Ah ouais. Et voilà, donc 6 mois plus tard, il me contacte, il dit, OK, il y a un bug dans le système et tout. Et c'était un petit bug, donc je suis allé, je pense, en quelques minutes ou 1 heure ou plus, j'ai réglé ça et tout. Et après, je me dis, ah, mais apparemment, ce truc, les gens utilisent, comme les personnes utilisent. Je vais voir les utilisateurs. Il y avait plus de 5000 utilisateurs inscrits. Je ne sais pas si eux tous sont payés correctement et tout. Et je vais sur son site web, je vois à combien ils vendent ça. Ils vendaient à $1000 par personne. 1000 $. dollars. Donc, si tu calcules, ça fait 5 millions de dollars, tu vois. Même s'il a fait des réductions, il a fait quand même près du $1 million au moins avec ça, tu vois. Et j'étais du genre, attends, là, ça ne ressemble plus à un bon deal. C'est pas du tout, pas du tout. Et c'est là que je dis, attends, si je fais des trucs, et c'est vrai, on me paye bien et tout, mais on gagne encore plus. Peut-être qu'il faut que moi-même je cherche, OK, comment est-ce que moi je vends aux utilisateurs finaux directement et je gagne tout cet argent aussi, tu vois. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter. En bon béninois. et de faire mon propre truc, quoi. OK, voilà. donc c'est là tu décides, c'est là en fait te vient l'idée de commencer par créer en fait des solutions pour toi-même. Disons pour des clients finaux directement, quoi. OK. En fait, je dirais c'est ça. Et un deuxième truc, c'est que toujours par cette plateforme, j'avais rencontré un designer qui était dans la Silicon Valley. Ah ouais. Et je travaillais sur les projets de ses clients et tout. Et parmi ses clients, il y avait Stanford University. Ah ouais. Donc, au moment où ils voulaient lancer les MOOC, tu vois, les cours en ligne et tout, donc là, je pense que c'est autour de, je sais pas, 2010-2011. Je pense que le premier cours en ligne en public, ils ont lancé en 2012, si je ne me trompe pas. Donc, ils faisaient des projets pilotes en interne. Voilà, donc ils faisaient un MOOC avec leur Graduate School of Business, où on est allé MBA, voilà, leur cours de leadership, voilà, en MBA et tout. Donc, ils avaient besoin d'une plateforme pour le cours de leadership. J'ai travaillé dessus, J'ai travaillé dessus pendant 2 ans. Mais à la fin de la première année, ils étaient du genre, le projet s'est très bien passé et tout. On va faire genre une réunion de recap, etc. Est-ce que tu peux venir à l'université? Il faut que j'étais aux États-Unis, en fait. Ils ne savaient juste pas que c'était quelqu'un qui était ailleurs, tu vois. Donc après, on a cherché. Il n'y avait juste pas de possibilité que j'ai le visa pour ça et tout. Mais bon, ce qui fait qu'après la deuxième année, il devait juste... Enfin, on a travaillé ensemble, mais il devait maintenant ramener tout aux États-Unis. Donc, on ne pouvait juste pas continuer à travailler ensemble et tout. Mais en même temps, ça m'a montré que, en fait, c'est la plus grande université en informatique du monde. Donc, si j'arrive à un niveau où mes compétences sont utiles pour une telle université, c'est que je suis déjà à un certain niveau, tu vois. Donc, ces 2 éléments-là m'ont donné confiance en moi, je vais dire, pour essayer de lancer mes propres trucs, quoi. Ah ouais, c'est incroyable, hein. À l'époque, là, c'est fou quand même. Je n'aurais pas imaginé que tu as fait tout ce parcours-là jusque-là. Et donc, du coup, à partir de ce moment où tu décides en fait de créer des solutions pour des clients finaux, des consommateurs finaux, quel a été ton premier projet ou ta Franchement, je ne me rappelle pas, mais c'était des échecs seulement, uns après les autres. Quoi, OK. Donc, par exemple, celui qui a marché là, que je dis, je l'ai lancé en 2014 et tout. Donc, entre 2011, 2012 et 2014, tu vois le nombre d'années d'échecs. Tu vois, donc il y a des trucs, peut-être il y a eu 1 ou 2 clients, mais après pour trouver d'autres clients, ça n'a pas marché, tu vois. Ouais, mais c'était toujours... en fait, je trouve qu'il y a quand même une certaine continuité, tu vois. Là, ce que j'ai revendu, c'était un outil de marketing pour les agents immobiliers. Tu nous en parles? Donc, ça s'appelle Flyerco. C'est toujours en ligne, flyerco.com et tout. Donc là, j'avais rencontré toujours quelqu'un de la Silicon Valley qui était un peu agent immobilier et tout. Je ne sais même plus où est-ce qu'on s'est rencontrés. Mais c'est toujours en ligne quand même. Ouais, totalement. Donc quand il dit où est-ce qu'on s'est rencontrés, ne pensez pas que c'est à Papa ou à Gla. Non, surtout pas. C'est toujours en ligne. Et on a décidé de travailler. Lui, il avait sa problématique et tout. Et moi, enfin, je travaillais sur des trucs similaires. Donc j'étais du genre, on peut faire un truc au fait, qui va permettre aux gens de créer des flyers. Un peu comme Canva, au fait, où ils peuvent créer des flyers et tout. Je pense à cette époque aussi, Canva aussi était en train de se lancer. À ses débuts. Ouais, mais la différence que nous, on avait, c'était que en ce moment, je ne sais pas si Canva permet de le faire aujourd'hui. Quand tu prenais les trucs Canva et tu imprimais, c'était de mauvaise qualité. Parce qu'ils n'arrivent pas à donner une très grande résolution, tu vois. Donc, j'ai eu quand même pas mal de challenges techniques. Comment est-ce que tu arrives à travailler sur un document dans le navigateur, un document qui peut peser 100 mégas et tout? Ça fait cracher ton navigateur, au fait, tu vois. Donc, j'avais des trucs techniques comme je compresse ce document, j'ai une version basse fidélité en SVG que la personne modifie et tout. Et ensuite, j'envoie ça
vers le back-end et tout. Et je remplace des images pour donner un truc en meilleure fidélité et tout le reste. C'était super intéressant. Il y avait aussi des challenges comme, à un certain moment, on avait des utilisateurs de Taïwan et de Chine. Donc, leur encodage était différent. Donc, quand ils imprimaient, les couleurs étaient différentes. Donc, il fallait supporter tout ça. Alors que dans les navigateurs, enfin, pour ceux qui sont techniques, je raconte tout ça, ça supporte juste le RGB en ce moment-là, tu vois. Donc, voilà, c'était super intéressant. Mais je vais dire le plus intéressant pour moi avec ce projet, c'était qu'on avait commencé avec un truc un peu complexe, tu vois. Quand tu as Canva ou d'autres solutions comme ça, tu te dis qu'il faut fournir plein de trucs à l'utilisateur, tu vois. Mais on a fourni... En fait, on a ajouté plein de fonctionnalités. Après, on a remarqué que les gens venaient, ils s'inscrivaient, mais ils n'utilisaient pas, ils s'en allaient. Donc, on a commencé il y a des outils pour observer comment les gens utilisent le logiciel et tout. Et on a remarqué que quand ils venaient, ils cherchaient des trucs qui se perdaient. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éliminer les fonctionnalités qui les faisaient se perdre. Et au final, l'outil était devenu tellement simple. Et là, maintenant, ils pouvaient utiliser, tu vois. Donc, ça, par exemple, c'était une bonne leçon pour moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je lance un projet, on fait un nouveau logiciel, pour moi, si je peux l'avoir 2 jours plus tard, une première version où j'ai eu l'idée pour tester en même temps, c'est cool, tu vois. Mais en tout cas, j'en pas plus d'1 mois pour lancer le truc. Donc, ouais. Totalement. Et du coup, Flyerco, comment est-ce que le deal se fait? Comment est-ce que l'idée te vient déjà, en fait, de procéder à la vente de cette plateforme, en fait? D'où te vient, en fait? C'est encore une bêtise, je vais dire, que j'ai faite. Le fait de vendre? Oui, le fait de vendre. Mais regarde, le truc, c'est que quelque part, je pense en octobre 2014 ou un truc comme ça, c'est là, en fait, on a travaillé tout 2014 dessus. Et comme je disais, on a passé notre majorité du temps à enlever les fonctionnalités qu'on avait ajoutées et tout. Donc, à partir d'octobre, c'était devenu maintenant facile pour les gens. Ils viennent. Déjà, on avait beaucoup travaillé sur le SEO. Donc, quand ils arrivent, ils cherchent par exemple Real Estate Flyers. Donc, Flyers pour les... Comment dire Real Estate en français? Pour l'immobilier, par exemple, et tout. Donc, ils vont tomber sur Flyerco parmi les premiers résultats. Peut-être même aujourd'hui, c'est toujours le cas. En tout cas, la dernière fois, il y a quelques années que j'ai checké. Et ensuite, ils vont voir les flyers, ils vont cliquer. Ils vont dire, genre, je veux ce même flyers et tout. Ils vont s'inscrire. Ils vont mettre leurs informations, changer peut-être les couleurs, mettre leurs images de maison, etc. Tu vois un peu. Et aussi, ils peuvent avoir des mini-sites avec ça. Donc, à ce moment-là, l'outil était devenu simple. En fait, on a juste eu ce flow-là, tu vois un peu. Et ce qui fait que quand ils finissent de faire ça, ensuite, ils payent. Donc, souvent, en 15 minutes, 30 minutes au plus, la personne a son truc et il paye pour ça. Tu vois. Donc, comme c'est devenu simple comme ça, les gens cherchaient, ils s'inscrivaient, des milliers de personnes venaient de Google et tout le reste. Et les revenus ne faisaient qu'augmenter. Genre, chaque mois, on était peut-être à, genre, on commence à $50. Ensuite, ça double le mois prochain, $100, $200, 500, et ainsi de suite. Donc, tu vois, chaque mois, ton revenu est en train de doubler. Tu comprends juste ça. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et à un certain moment, un peu plus d'1 an plus tard, brusquement, ça ne double plus. Ça augmente de 10%. Tu vois. Donc, pour quelqu'un, c'est son premier projet qui marche, c'est genre, OK, ça doublait avant, ça augmente de 10%. Peut-être qu'à un certain moment, tous les clients vont partir. Et par coïncidence, au même moment, il y a des... Comment je vais dire? Il y a une boîte. En fait, il y avait 2 boîtes, une boîte canadienne et une boîte américaine qui étaient intéressées à racheter le projet et tout. Et donc, on leur a revendu ça, tu vois. Donc, pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est normal, au fait. Tu vois, quand tu as un canal d'acquisition et tout, à un certain moment, tu vas juste saturer le canal d'acquisition. C'est juste un truc basique qui arrive toujours, tu vois. Et là, maintenant, tu dois chercher d'autres canaux d'acquisition et tout le reste, tu vois. Et donc, on leur a revendu ça, je pense, à environ $250 000, si je ne me trompe pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils n'ont juste plus investi dans le développement et tout. Ils ont juste pris une personne pour faire le customer support. Et les revenus ont toujours commencé à augmenter juste de 10%. Aujourd'hui, par exemple, je sais que quand une entreprise qui augmente de 10% chaque mois, c'est aussi déjà extraordinaire. Tu vois. Avant, genre, OK, tu étais à 100% d'augmentation chaque mois, tu te retrouves à 10%, c'est la catastrophe. Ouais, tu penses ça comme un coup. Et genre, je pense 1 an ou 2 ans ou plus tard, eux, ils avaient déjà dépassé ce revenu-là par mois. Donc, en fait, il suffisait juste qu'on garde le projet, qu'on ne fasse rien dessus, et on allait gagner encore beaucoup plus, quoi. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et c'était quoi, en fait, toi, tes sentiments 1 an plus tard, quand tu vois que la boîte, elle évolue plus que tu l'imaginais? Non, c'était juste intéressant. Je vais dire, OK, j'ai appris quelque chose, quoi. Ça fait un peu mal, mais bon. C'est pas comme si, genre, c'était mon argent et quelqu'un me devait. Mais là, quand même,
Sur le coup, on parle de plus de 150 millions de francs CFA. Ouais, mais bon, c'est la vie, au fait. J'ai gagné quand même quelque chose, donc voilà. C'était Je ne vais quoi, pas en passer fait? ma vie à pleurer. Alors que j'ai gagné Totalement. quelque chose, alors qu'il y a d'autres personnes qui meurent de faim ou je sais pas, tu vois. Exactement. Ouais, c'est ça. Et On quand- se dit juste, OK, la prochaine fois, on fera mieux, quoi. C'est ça. C'est ça. Et là, quand tu signes ce deal-là, comment est-ce que tu te réorganises après? Ben, j'ai toujours... Là, au fait, ma préoccupation et tout, c'était comment je vais dire, de continuer de montrer déjà à d'autres jeunes, en fait, parce que je me sentais seul, tu vois, Ok. en ce moment. Enfin, quand je regarde mon parcours, c'est vrai, j'étais avec des amis au cyber et tout, mais la plupart, enfin, ils ne sont juste pas allés dans ce domaine-là Tout et à fait. tout. Enfin, ils ont des carrières intéressantes. Il y a par exemple celui qui est aujourd'hui, enfin, président de la fédération de jeux vidéo, là. Ah ouais. Qui a été créé récemment. Il y a d'autres qui ils sont très bien dans leur domaine, d'autres sont dans la traduction. En fait, il y a un autre qui est allé en truc là, en Côte d'Ivoire, qui est un entrepreneur a beaucoup de succès là-bas, etc. Tu vois. Mais en tout cas, il n'était pas exactement dans mon domaine à moi, tu vois. Ouais. Ce qui faisait que dans mon domaine à moi, j'étais un peu seul Seul. et tout. Et le genre de questions que j'avais, je lui ai dit peut-être en 2005 et 2010, par là-bas, 2010, ouais. En fait, 2006, 2010 ou 2011, c'était du genre, OK, est-ce que ça va réussir? Parce qu'il y avait les études là et il y avait le boulot là, tu vois. Ouais. Et genre, les études, on me demande de faire des stages, des trucs comme ça. Si je fais des stages, j'ai plus le temps de travailler. Donc, j'ai pas du tout fait de stage académique, par exemple. Tu vois, et tu te demandes, OK, si ça ne marche pas, je vais aller Totalement. déposer mon CV. On va dire, mon gars, c'est quoi? Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de stage, tu vois un peu. Donc, Ouais. voilà, donc c'était ça ma préoccupation. Et tout, donc j'avais aussi cette pression, il fallait que je réussisse enfin, rapidement. Donc par exemple, ce que ça avait créé en moi dans le temps, c'est que si je regarde genre même 1 mois ou 3 mois en arrière et il n'y a pas de différence, ça me stresse. Donc il faut que je sois en train d'évoluer Oui. très rapidement, tu vois. Même avec les clients et tout, je pense au début quand j'ai commencé, c'était peut-être $5 de l'heure, mes tarifs et tout. Donc très rapidement, en quelques années, je me suis retrouvé à $150 de l'heure en termes de tarifs, tu vois. Donc c'était genre, OK, je En prends freelance. $5, oui, Ok. en freelance. Je prends $5 et quand je vois que j'ai beaucoup de clients de $5, les nouveaux qui viennent, je leur dis $10 et je me débarrasse petit à petit. Et Ah ouais, ainsi de totalement. suite, tu vois un peu. Donc Exactement. c'était un peu ça, il fallait évoluer rapidement. Mais à partir de 2010, genre après 5 ans, genre, c'était quand même évident que, bon, ça marche quand même, ce Ouais. truc-là, tu vois. Là, maintenant, ça devenait plus, OK, ça marche, mais est-ce que ça peut cracher un jour et tout. Voilà, donc c'est là que je m'intéressais déjà à créer mes propres produits. Et là, il fallait apprendre au-delà du code et tout le reste. Il fallait aller plus en profondeur en marketing, design, comment gérer les équipes. Donc, j'ai appris pas mal de choses sur ça. Et en même temps aussi, c'était du genre, OK, mais je suis seul, au fait. Genre, en fait, je vais peut-être dire mes journées. Mes journées, ça ressemble à quoi? Je me réveille tôt, en fait. Tu vois, à 4h, 5h du matin. Et je travaille. Mais à midi, j'ai déjà fait 8 heures au moins de travail, tu vois. Déjà midi. Oui, au fait. Donc, genre, tu es fatigué. Plus que matin. Maintenant, tu vas aller te détendre dans l'après-midi. Il n'y a personne. Tout le monde est soit en stage, soit en train de travailler. En fait, tu es juste seul. Il n'y a personne qui a ce style de vie, tu vois un peu. Ouais. Et en même temps, les gens te disent... au début, c'était, ouais, ce que tu vas faire là va réussir et tout, parce que personne ne connaît ça. Après, ça devient... c'est pas que tu es intelligent que ça a réussi. Personne d'autre ne peut faire comme toi. C'est ça. Tu vois, donc tu as envie de leur montrer qu'au fait, il y a d'autres personnes qui peuvent faire comme toi, tu vois. Et aussi, oui, tu es seul, tu as aussi besoin qu'il y ait d'autres personnes qui fassent la même chose, tu vois. Ouais. Donc c'est là que j'ai, en fait, à la même période que j'ai rencontré le fondateur de E3 Labs, et on a décidé de travailler ensemble. Et on a créé TechExcel et tout. Donc juste pour montrer à d'autres personnes pour montrer à d'autres personnes comment on fait, pour que j'ai des copains pour passer du temps ensemble et tout. Ouais. Par exemple, je me rappelle, il y a un que j'ai rencontré à Marseille et tout. Donc, un lundi matin, on est allé se promener. Ils ont une jolie plage et tout à Marseille. Et donc, on est allé se promener là-bas. On marchait et on était du genre, ben, tu sais, c'est un privilège, un lundi matin, quand tout le monde va au bureau, de se promener, alors qu'on a du travail, tu vois. Donc, on va se promener, ensuite on peut retourner travailler, tu vois. Et j'étais du genre, ben oui, au fait, si je n'avais pas montré à cette personne comment faire et tout, moi, je serais juste tout seul. Tout simplement. Tu vois. Ouais. Donc, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait de montrer aux gens que, OK, c'est pas parce que je suis premier de la classe ou quoi que je peux faire ça. N'importe qui peut faire ça, tu vois un peu. Ouais. Donc, c'était vraiment ça.
qui m'avait motivé, je vais dire, en ce moment-là. Et bien après, ce qui s'est passé, je vais dire, à partir de... Je pense que je réponds à tes questions, mais j'ajoute encore. Non, t'inquiète pas, J'espère que tout ça, c'est intéressant. Oui, totalement. Donc, à partir de 2020 et tout, il y avait beaucoup de gens. En 2015-2020, il y a quand même pas mal de personnes qui avaient peut-être, même en nous rejoignant en 2015, 2014, 2016, en 2020, ils sont déjà peut-être à 5 ans, 8 ans d'expérience au moins, tu vois. Donc, je n'ai plus besoin d'être la personne qui montre aux débutants comment faire et tout le reste. Donc, là, je commence à me sentir inutile, au fait, tu vois. Et donc, à partir de la période Covid, 2018, 2019, jusqu'en 2020, c'était genre, je me lève le matin, je vais à Etrilab, j'interagis avec des gens et tout le reste, je rentre chez moi. C'était un peu bizarre. Et en plus, Covid est venu, on était à la maison. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai juste peut-être besoin de faire un seul ou deux meetings dans la semaine. Donc, OK, je fais quoi de ma vie? Donc, ça fait quand même, fait d'une légère dépression quand même autour, tu vois. Donc, c'est là, en fait, j'ai décidé de rejoindre celle qui était ma fiancée, qui est devenue ma femme et tout, en France. Donc, je suis allé rester en France. À partir de 2021, début 2021, là, j'étais en France aussi, mais c'était la même chose. Je suis à la maison, je fais quoi de ma vie à la maison, tu vois. Et là, j'ai rencontré, toujours en ligne, bien entendu, mais bon, lui, il était quand même à Paris. C'était un des cofondateurs d'une boîte de la Silicon Valley. Toujours. T'as quelle relation avec la Silicon Valley tout de... Non, parce que quand tu fais des trucs intéressants, à l'international, tu vas nécessairement interagir avec des gens de là-bas, tu vois. Je me rappelle, les gens me disaient, oui, voilà, par exemple, pendant la première phase, quand ça a commencé à marcher, les gens me disaient, oui, il faut quitter le Bénin pour... comment je vais dire, que ici, ton talent n'est pas reconnu. Si tu étais ailleurs, tu allais avancer beaucoup plus et tout le reste, tu vois. Moi, ça me faisait chier parce que je n'avais pas envie de quitter le Bénin et tout. Et donc, mais quand je l'ai rencontré, j'étais du genre, ah, OK, ce serait quand même cool de voir, OK, il y a quoi quand on travaille dans une boîte. Au lieu d'être en termes de consultant ou un truc comme ça, OK, je vais vraiment travailler dans la boîte, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé là-bas en tant que développeur. Ensuite, très rapidement, ils se sont rendus compte. En fait, quand ils voulaient me, hire. La boîte est basée où? Et tout. Dans la Silicon Valley. Okay. C'était enregistré dans la Silicon Valley. C'est une boîte qui avait levé des fonds chez de grands VC. OK, d'accord. Venture Capital, investisseurs pour ceux qui ne savent pas. Comme Andreessen Horowitz, Quatu, etc. Ceux qui ont investi dans de grosses boîtes comme Salesforce, Facebook, Pinterest, Twitter, etc. Tu vois. Donc, au final, on a levé, je pense, c'est 29 millions de dollars et tout. Incroyable. Tu vois. Donc, mais j'étais l'un des premiers employés, tu vois. Donc, quand je suis venu pour postuler, au fait, il avait juste fait une blague. Je pense le jour où la Slack était down ou un truc comme ça. Il a envoyé un message sur Twitter qu'ils sont en train de hire et tout. Et si... ceux qui ne travaillent pas parce que Slack est down, venez voir notre page. Donc, je suis allé, j'ai vu qu'ils avaient besoin de consultants. Je les ai contactés et tout. Voilà mon expérience, j'aimerais bien parler avec vous et tout. Et ils m'ont répondu peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard. Et tout. Et quand on a discuté, ils étaient du genre, OK, tu commences quand? Et le lundi suivant, genre, je pense qu'on a discuté un mardi. Et le mercredi aussi, j'ai eu un entretien avec eux. Et le lundi, ils voulaient que je commence, tu vois. Donc, le truc, c'est qu'ils m'ont fait commencer, genre, développeur mid-level, tu vois. Parce qu'ils se disaient, OK, c'est quelqu'un qui vient du Bénin. Bénin, OK. Ah ouais. Voilà, quoi, tu vois. Mais très rapidement, genre, en quelques mois, je me suis retrouvé engineering manager pour gérer l'équipe des développeurs. Et ensuite, head of product. Donc, dans le comité exécutif de l'entreprise. Et c'était moi qui étais en charge de juste tout le produit, en fait. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant de fou. Je ne savais pas que tu avais travaillé à la Silicon Valley. Ah ouais, non, c'est donc, fou. c'était une expérience intéressante. Ça a duré 2 mois, 2 ans, 4 mois environ. Ouais. OK. Bah, du coup, à quel moment tu décides de te retenir ou de revenir, en fait, aux sources? Bon, déjà, c'était super bien payé. Donc, ah ouais, tu te rends compte, en tant que salarié, tu gagnes beaucoup plus que... Pas la moyenne de combien? Je pense au terme de compensation, je devais être au moins au $250 000 par an. Au quart du million? Ouais, de trucs là. Compensation totale, quoi, que ce soit les parts et... Ah ouais, on est sur du 250 000. Ouais, au moins. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, intéressant. Genre, on te paye. C'est là que tu te rends compte, genre, à certains niveaux de revenus, t'as plus... Oui, l'argent est utile, mais il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie et tout le reste, tu vois.
En plus, c'est même pas beaucoup d'argent. Il y a des gens qui gagnent des dizaines de millions. Il y a, tu vois, les news avec AI où Mais il y a une réalité qu'il ne faut pas ignorer. On vient du Bénin, il y a une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Le riche. Non, mais sérieusement, c'est fou quand même de le savoir. Ah ouais, intéressant. Et ouais, voilà, comme je te disais, à quel moment tu décides de revenir en fait aux sources À quel moment c'est... En fait, c'était intéressant, mais c'était déprimant, en fait. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai vraiment compris l'importance de ce qu'on appelle la culture, en fait, tu vois. Souvent, avant, quand j'étais petit, on disait oui, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on retourne à nos cultures, etc. Mais souvent, quand les gens parlent de culture comme ça, ils parlent de tradition et de coutumes, tu vois. Mais les traditions et les coutumes, c'est genre le passé, au fait, tu vois. Comment est-ce que les gens, enfin, se comportaient et qu'on continue de faire. Mais la culture, la vraie définition, c'est comment est-ce que les gens vivent au jour le jour, aujourd'hui, comment est-ce qu'ils pensent et tout le reste, tu vois un peu. Donc, pour moi, tu vois, quand on parle de bien-être ou de développement et tout, et on parle de culture, avant, c'était genre, oui, il faut qu'on connaisse nos langues locales, oui, tu vois, un peu tous ces trucs. Mais c'est pas ça le vrai truc. C'est là que j'ai vraiment compris le truc. Parce qu'on parlait tous anglais dans la boîte. Mais je me rends compte que la façon dont ils expriment certains concepts et tout en anglais, c'est différent de la façon dont j'exprime, tu vois. Ouais. La façon de s'exprimer, ils ont le jargon les idées. Non, je peux utiliser le même jargon et tout, mais c'est un peu comme si la façon de penser, le langage, c'est juste le reflet, pas le reflet de la pensée de la personne, tu vois. Ouais. Donc, c'est plus profond. Voilà, tu vois. Donc, il fallait que je m'adapte à leur façon de penser, tu vois. Même des trucs simples, même quand tu ne parles pas, dans un meeting, toi, tu es calme, tu te tais. Pour un Américain, c'est que tu es stupide, au fait. Tu vois. Ouais. Alors que pour un Béninois, c'est le plus intelligent qui se tait et laisse les Tout à fait, idiots. ça, c'est la francophonie. Tu vois. C'est ça, la définition. Donc, des trucs basiques comme ça, tu vois. Donc, plein de petits trucs comme ça. Et après, tu te rends compte qu'au fait, pour réussir dans cet environnement, il faut que je devienne américain, en griffe, culturellement, donc dans une certaine façon de penser et de vivre et de faire les choses, tu vois. Et moi, je n'avais pas envie de faire ça. En fait, j'ai essayé quand même d'apprendre, mais c'était déprimant parce que, tu vois, si tu augmentes, tu quittes un mid-level, un niveau mid-level et tout, tu deviens manager et tu mènes dans le comité exécutif. C'est-à-dire qu'en quelques mois et tout, il faut que ton cerveau change pour que tu deviennes comme un directeur américain, tu vois. Donc, genre, tu laisses plein d'aspects de ta personnalité que tu dois laisser tomber, etc. Donc, ça te fait nécessairement déprimer, tout ça. Tu vois. C'est un peu comme si tu te tuais, au fait. Tu te suicidais pour renaître d'une autre sorte, tu vois un peu. Donc, ça m'a fait quand même déprimer pas mal et tout. Et en même temps, je me suis rendu compte que je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas être américain. Je voulais continuer à être béninois ou africain et tout le reste, tu vois. Et en même temps, j'ai appris, pour moi, le plus important, c'est que ça m'a permis de faire la différence entre la culture et la technologie, tu vois, ou le développement. Souvent, on dit, OK, il faut développer l'Afrique, il faut importer les technologies ici pour développer. Mais au fait, ce qu'ils appellent technologie ou développement, c'est de la culture occidentale, tu vois. Donc, c'est un peu comme si on voulait forcer la culture occidentale, la manière de vivre à l'occidental ici, et qu'on appelait ça le développement, tu vois, alors que ce n'est pas ça le développement, tu vois. Donc, il y a tous ces sujets intéressants, mes propres dépressions et tout le reste, mes questions existentielles. Comme je disais en ce moment, quand tu gagnes autant d'argent, ce n'est plus l'argent le problème, quoi. Là, tu peux vraiment te concentrer sur ton bien-être. C'est ça, un peu. Exactement. Donc là, ça faisait que j'avais plus trop envie d'être là. Et aussi, à cette période-là, oui, on avait levé beaucoup de fonds, mais il fallait encore plus d'argent. Et c'était en ce moment que tout crachait, je pense début 2023, où les investisseurs ne voulaient plus mettre plus d'argent et tout le reste. Donc, à un certain moment, la boîte a été revendue. Je sais pas, ceux qui sont développeurs connaissent, comment ça s'appelle j'ai oublié. Une autre boîte qui est dans les API et tout. Okay. Postman, voilà. Tous ceux qui sont développeurs connaissent Postman. C'est un outil que beaucoup de développeurs utilisent. Donc, la boîte a été revendue à Postman. Donc, moi, de mon côté, j'avais quitté juste quelques mois avant la revente et tout. Et là, j'ai passé des mois dans mon canapé à réfléchir à la vie et tout, à réfléchir à ce sur quoi je travaille et tout. Je voulais même commencer toujours un outil dans le marketing et la vente pour aider et tout, et dans l'analyse de données. Et c'est là que j'étais, non, je ne vais pas encore faire un truc qui est tourné, Silicon Valley, etc. et tout. Je veux faire vraiment un truc qui a de l'impact, tu vois. Si j'étais aux États-Unis, ce serait peut-être envoyer les gens sur la Lune ou des trucs comme ça, comme les Elon Musk font et tout. Mais en tant qu'Africain, pour moi, c'est OK, comment est-ce qu'on règle le problème des gens qui meurent de faim
ou qui n'ont pas accès à l'éducation ou à la santé, donc les questions de développement, tu vois. Et là, j'avais mon hypothèse au fait que j'ai pu formuler dans le sens de que les questions de développement, c'est déjà des questions culturelles avant d'être des questions économiques. Et j'étais... Parce que pour moi, le développement, c'est comment les gens vivent bien, au fait, comment ils sont à l'aise, au fait. C'est pas combien d'argent ils ont sur leur compte en banque et tout. Même s'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, que tout le monde mangeait à sa faim, était bien éduqué. Quand tu tombes malade, on te soigne. C'est que vous êtes développé, au fait, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est pas les routes, c'est pas... En fait, il y a tout ça. C'est quand même un truc un peu complexe et tout. Donc, je me disais, OK, est-ce qu'il n'y a pas des penseurs africains, philosophes qui ont écrit sur le sujet et tout. Donc là, j'ai commencé à demander à des amis des livres sur le sujet et me recommandaient. Et quand je vais chercher où est-ce que je peux avoir ça, j'ai découvert que le seul endroit fiable sur Terre où on peut avoir des livres africains, c'est la FNAC en France. Tu vois. Et j'étais, mais attends, les Africains qui écrivent sur le développement, il faut aller en France pour pouvoir lire ça, tu vois. Si tu vas, c'est pas librairie Notre-Dame ici, librairie de France en Côte d'Ivoire, tous ces trucs-là, ils vont te dire on n'a pas les livres. Mais si tu vas à la FNAC, ils vont te dire oui, on n'a pas le livre, mais reviens dans 2 jours, dans une semaine, on va te retrouver ça. Tu vois un peu. Ouais. Et j'étais juste, c'est pas normal. Il faut que les gens aient accès à l'information. Oui, au fait, les livres, c'est un bon moyen de transmission de la culture et tout. Quand tu règles un problème aujourd'hui, si tu écris ça dans un livre, tu n'as pas besoin d'être là pour montrer à une autre personne comment régler le problème. Tu vois. Il va juste lire ça et il saura comment régler. Donc, ça permet vite de transmettre rapidement de la culture, par exemple. Tu vois. Donc, il fallait que je règle ce problème. C'est là que j'ai décidé de créer Tama. Et là aussi, je me suis rendu compte qu'il y a la même chose. Tu vois. Quand j'ai lancé Tama, et je demandais, OK, recommandez-moi des auteurs et tout. Il y a les auteurs qui sont édités par les maisons d'édition européennes et tout, ou des maisons d'édition qui sont africaines, mais qui font comme les maisons d'édition européennes. Mais il y a d'autres auteurs qui ne seront jamais édités, qui sont auto-édités, j'ai remarqué, j'ai rencontré certains, ils ont 500 000 followers, 100 000 followers. Pourtant, on dit les Africains n'aiment pas lire. Mais à quel moment lui-là eu autant de followers si les Africains n'aiment pas lire, tu vois un peu. Ça n'a juste pas de sens. Et au fait, j'ai compris qu'au fait, il y avait quand même ce truc culturel. C'est un peu comme, je sais pas, si tu connais les films français et tout, qu'on va voir sur TV5, des trucs comme ça. Ouais, totalement. Voilà, la plupart des gens ne vont juste pas regarder. Tu donnes ça à n'importe quel Béninois. Déjà, ça ressemble à de l'ancien temps. Ouais, le temps d'allumer et tout, le générique commence, tu te retrouves, la personne est déjà en train de dormir. Totalement, ça c'est vrai. Et donc, au fait, c'est que ça, culturellement, ça ne résonne pas. Donc, je pense que c'est la même chose pour les livres que j'ai remarqué. On ramène des livres qui, culturellement, ne résonnent pas, tu vois. On parle de la Tour Eiffel dans le livre, on parle de trucs où lui, il est dans son village ou bien même dans son petit quartier ici. Il pleut actuellement, il est en train de se battre contre les inondations et tout. Et toi, tu lui parles de concepts, des trucs simples, hein, tu vois. Ouais. Par exemple, tu regardes ici, des gens font des restaurants, par exemple. Le menu, tu vois, en dessert, il y a quoi? Il y a brownies, il y a crème brûlée. Et je ne connais pas ça, tu vois, un peu. Et tout. Et on laisse des trucs. Tu te rends compte que dans un resto où je suis allé, pour manger... Ici? Non. Pour manger, comment ça s'appelle? Yovo Doko. On m'a servi en dessert du Yovo Doko. J'ai acheté ça à 15 € en Suède et tout. Incroyable. Et c'était un restaurant italien et tout. Et ils ont leur nom italien, oui. Tu vois. Bon, je suppose que c'est un plat de chez eux. Mais ici, tu vois, quelqu'un qui crée son resto, qui veut moderniser les trucs ou développer les trucs, il ne va jamais mettre Yovo Doko sous le menu. Parce que Yovo Doko, ce n'est pas développé, tu vois. Ça, mais au fait, c'est comme s'ils rejetaient une certaine culture en voulant faire d'une autre façon, tu vois. Ouais. Donc, c'est la même chose pour les livres. Donc, j'ai remarqué que beaucoup d'éditeurs autour, ils vont dire qu'ils veulent ramener les livres africains aux standards internationaux et tout. Mais ce n'est pas standard international. Vous voulez juste que ces livres africains adoptent la culture occidentale et soient écrits de la façon dont les Français écrivent et tout. Des trucs simples. Tu vois un livre français. Les Français, ils sont très romantiques, on dit. Ils sont connus dans le monde avec peut-être les Italiens et tout, comme des gens romantiques, tu vois. Donc, un livre, il va commencer en parlant de l'environnement. Même les films aussi, tu vas remarquer.
Ils vont te parler des oiseaux qui chantent, de comment le ciel est bleu et tout, avant d'aller au vif du sujet, tu vois. Alors que ce qu'on a constaté, c'est que les Africains, ils veulent que, OK, quand le livre commence, tu lui dis en même temps, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ils veulent rentrer dans des trucs basiques comme ça. Voilà. Mais tu vas voir des gens qui vont vouloir montrer à des auteurs africains comment écrire et leur dire non, il faut faire comme ça. Mais vous êtes juste en train de leur montrer la culture française, au fait, tu vois un peu. Donc, comment est-ce que vous arrivez à écrire des livres pour la culture africaine? Et j'ai constaté qu'il y avait effectivement des auteurs comme ça qui étaient très suivis et qui écrivaient ce genre de livres. Mais quand tu regardes, tu vois des couvertures éclatées, des trucs... Genre, pas de sens, oui, donc quand on a commencé à mettre les premiers livres sur la plateforme, j'ai des amis ou des gens qui me disaient, mais les gens n'auront pas envie d'acheter ces livres. Il y a de mauvaises couvertures, il y a beaucoup de fautes, des trucs comme ça. Et j'étais du genre, non, les gens achètent. Pour moi, le plus important, c'est que les gens achètent. Tu vois un peu, il y a des fautes et tout. Les gens achètent, c'est ça le plus important. Donc, on a commencé à mettre les livres. Et au fil du temps, tu as remarqué que dès que l'auteur commence à avoir un peu d'argent, lui-même, il sait qu'il y a des fautes, tu vois. Les gens vont commencer à... La plupart ne se plaignent même pas, bizarrement. Et dès que les gens commencent à se plaindre, c'est son œuvre, il veut que ça s'améliore. Donc, il va revenir nous voir et dire, est-ce que vous pouvez changer la couverture? J'ai pu finalement payer un graphiste pour avoir une couverture super. Ou bien j'ai payé quelqu'un et on a corrigé toutes les fautes du truc. Mettez la nouvelle version. Et tu vois que les gens s'améliorent, au fait, tu vois. Et un truc que j'ai compris, c'est que c'est important qu'on s'accepte tel qu'on est aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, on dit, OK, on veut se développer et tout. Donc, ça signifie que tout le monde est en train de mal faire les choses. Arrêtez de faire les choses comme vous faites là. Faisons les choses de cette façon. C'est ça qu'on appelle le développement. Mais non, ce que vous appelez développement là, c'est la culture occidentale, tu vois un peu. Donc, c'est comment est-ce qu'on accepte notre culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On fait aujourd'hui les choses, on peut estimer que c'est mal fait, que les livres ont plein de fautes, que les couvertures. C'est pas grave. C'est bien comme ça, la population consomme et tout. Comment est-ce qu'on en vend plus? Quand on en vend plus, on a de l'argent, on investit dedans et on améliore ça, au fait. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire à Tama. Ah ouais, c'est incroyable. Mais attends, au début avec Tama, déjà, tu sors en fait de plusieurs années d'expérience quand même dans l'industrie tech, tout ce qui est start-up, lancement, etc. Comment est-ce que tu lances Tama? Tu attends de développer plusieurs fonctionnalités de la plateforme avant de lancer. Comment est-ce que tu lances la première version de Tama? Ouais. Ce qui est intéressant, au fait, avec les produits, c'est que c'est quelque chose qui doit évoluer avec le marché et avec la personne, toi-même, en tant que fondateur, ta conception de... Non, plutôt ce que tu apprends sur le marché, les besoins des gens, tu vois. Donc, Tama, c'était pour mettre les livres en ligne, pour donner l'accès aux livres africains à la majorité de la population et tout, et peut-être au monde entier aussi. Donc, au début, je n'avais pas de livres. Donc, enfin, il y a ma femme qui avait écrit quelques nouvelles. Il y a d'autres personnes que je connais. Il y a par exemple Ibuka qui a beaucoup aidé. Il est dans l'e-commerce aussi, au Sénégal. Okay. Et il écrivait des livres aussi dans le passé, tu vois. Donc, il a envoyé ses livres et tout. Donc, peut-être j'avais une vingtaine de livres, tu vois. Tu as lancé Tama avec une vingtaine de livres. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? OK, je mets juste cette vingtaine de livres et je vois est-ce que les gens vont acheter, est-ce qu'ils vont lire. On a développé une liseuse un peu à la Kindle et tout, qu'on télécharge et tout. Voilà, donc c'était juste ça. Donc, dès que j'ai eu l'idée, j'ai travaillé. Je pense en 6 semaines, c'était déjà lancé. Déjà, il fallait parler avec les auteurs, comprendre un peu et tout, et lancer ça. Donc, j'ai travaillé peut-être 3 semaines dessus. En même temps, il y avait Apple où il fallait soumettre à l'App Store. Ils ont dit il faut changer tel truc. On ne peut pas mettre des liens de paiement directement dedans. Donc, il fallait développer tout un système de paiement adapté à ça. Enfin, il y avait plein de trucs quand même, en tout cas des trucs basiques et tout. Et donc, voilà, donc c'est comme ça on a lancé ça. Donc, je vais dire, c'était juste une page avec les 20 livres et tout. Tu cliques et tu achètes. Et tout voilà, simplement. c'est tout. La seule fonctionnalité, c'était en fait clic achat et puis le mode lecture, tout simplement. Oui, c'est tout. Et là, comment est-ce que déjà... Donc, quand j'ai fait ça, et en même temps, j'ai lancé, je pense dans la même période, j'ai fait un post Facebook et j'ai dit, est-ce que vous connaissez des auteurs, mentionnez-les et tout. Et les gens mentionnaient plus de 300 auteurs, c'était des... et tout. Et enfin, il y avait 300 commentaires. Donc, il y a des auteurs qui ont été mentionnés plusieurs fois, mais peut-être une bonne centaine d'auteurs au total. Et là, il fallait contacter les gens. Il y a des gens qui avaient des contrats avec des maisons d'édition, donc ils ne pouvaient pas envoyer leurs livres et tout. Bon, certaines maisons d'édition, quand même, leur ont permis d'envoyer des livres et tout le reste. Il y avait des gens en auto-édition et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, au fur et à mesure, les gens ont commencé à envoyer leurs livres et on mettait sur la plateforme. Et on a commencé à augmenter les fonctionnalités. Donc, par exemple, quand je disais il y a une vingtaine de livres, je n'ai pas besoin de catégories. Par exemple, des gens me faisaient des feedbacks. J'ai 20 livres et tu me dis, OK, il faut que tu mettes des catégories, il faut que tu mettes les
les commentaires quand on finit de lire un livre, est-ce que c'est bon ou pas et tout. Par exemple, ça, c'est actuellement, on a ajouté ça il y a à peine 1 ou 2 semaines, tu vois. Ouais. Donc, au fait, je pense qu'il faut, quand on veut développer un produit, il faut aller étape par étape. Il ne faut pas attendre d'être parfait, tu vois. Je me rappelle, quand je commençais à développer mes propres produits, donc en 2010, 2015, là-bas, je voyais par exemple Y Combinator, les startups qu'ils acceptaient, j'allais voir leur page d'accueil, j'étais du genre, mais c'est quoi ce truc nul, je peux faire mieux que ça. Et je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui faire ces mêmes erreurs, au fait. Ils voient des gens débutants et tout, ils se disent, mais ce gars-là, il est encore nul, pourquoi il va venir parler comme s'il était un expert et tout. Mais pourtant, c'est quelque chose que les Américains font bien, par exemple, où tu lis un livre sur le sujet, mais tu deviens expert. Mais effectivement, tu es un expert parce que la plupart des gens sur Terre n'ont pas lu ce livre-là. Donc, tu as quand même des choses à leur apprendre, tu vois. Ils sont à 0, toi, tu es peut-être à 1. Et celui qui a 1 a quand même des choses à apprendre à celui qui est à 0, tu vois. Alors que celui qui a 5 ou 6 et tout, lui, il se met à critiquer, souvent au Bénin et tout. Oui, pourquoi lui va parler alors qu'il ne connaît encore rien et tout le reste, tu vois un peu. Ouais, je comprends. Et en parlant de ça, on va revenir parce que je vais aborder le sujet. Si on revient à Tama, comment est-ce que les revenus ont évolué? Parce que je crois que Tama, ça fait déjà 1 an. Ouais. Donc, je pense en moyenne, on avait une croissance de 40% environ et tout. Donc, on a quand même eu pas mal d'argent dans la pub. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir Tama partout, sur Facebook. Les revenus ont augmenté. Je pense aujourd'hui, on doit être autour de 6 000, 7 000 euros par mois de vente de livres. Donc, au final, je pense qu'on a un peu moins de 40 000 utilisateurs. Et tout, plus de 10 000 personnes qui ont acheté des livres. Il y a quelques livres gratuits aussi. Je pense en termes de revenus, on doit être autour de 50 millions environ. 50 millions de francs CFA. Bon, ah ouais, de contenu vendu. Incroyable. Et au bilan, en fait, quels sont généralement les retours des auteurs par rapport à ça? Aujourd'hui, on a plus de 500 auteurs. Tu te rends compte que depuis là, on a rarement... Parfois, on a posté, on n'a pas vraiment fait de campagne pour attirer de nouveaux auteurs. Donc, au fait, dès qu'ils voient que des auteurs ont des contenus sur cette plateforme, eux-mêmes, ils viennent tout seuls, tu vois. Donc, souvent, les gens me disent, quand je discute avec les gens, ils ont l'impression que le plus difficile serait de convaincre les auteurs. Mais non, au fait, un auteur, il a juste envie de vendre son livre. Pas nécessairement de vendre. Bizarrement, un truc que j'ai appris. Okay. Beaucoup ont envie de vendre et gagner leur vie avec, mais beaucoup veulent juste qu'on les lise, au fait. Tu vois. Ouais, totalement. Mais ce qu'on a remarqué quand on conseille aux auteurs, c'est de ne pas offrir les livres gratuits. On a des livres gratuits, mais les gens ne lisent pas ça. Ils préfèrent les livres payants. Ouais. Ah ouais, ça c'est stratégique. Et si c'est payant et c'est moins cher aussi, on a des gens qui vendent les livres à 500, 1000 francs et tout, mais ça ne se vend pas. C'est les livres qui coûtent au moins dans les 3000 qui se vendent. Ah, bizarrement. Oui. Il y a même des gens qui avaient leurs livres moins chers à 1000 francs et qui ne vendaient pas, qui ont augmenté le prix et ça se vend. Ça se vend tout d'un coup. Ok, et du coup, là, Nourish, moi, c'est vraiment te demander ton avis personnel parce que une plateforme qui vend 50 millions de francs CFA de produits digitaux, de livres numériques, pour être plus précis, toi, quel est ton retour en fait, en termes d'expérience 1 an plus tard par rapport en fait, à l'univers de tout ce qui concerne les produits digitaux? Mon retour sur quel point? Déjà sur le plan de la légitimité. Quand est-ce que toi, tu jugerais une personne légitime, par exemple, de vendre un produit digital? Tout le monde, au fait, peut vendre. En fait, un truc, c'est que la seule personne qui peut juger légitime, au fait, c'est la personne qui achète, tu vois. C'est pas les autres, tu vois. Tout à fait. Genre, c'est un peu comme si je me lève et je dis je connais les maths et je dis que je vais apprendre à des gens qui ne savent pas compter, donc disons des enfants par exemple, je vais leur apprendre à compter 1 plus 1, 2 plus 2 et tout. Et quelqu'un qui est expert en maths de l'université, qui connaît je ne sais quel théorème et tout, vient se lever et dit que moi je suis un faux mathématicien. Ça n'a juste pas de sens, tu vois un peu. Donc je vois plein de jeunes qui essaient de vendre des produits digitaux, mais tout le monde ne fait que les attaquer. Oui, lui, il vient dire qu'il est expert. Pourquoi? Il a juste 20 ans ou bien là, je sais quel âge et tout le reste. Et voilà, donc il n'a juste pas le droit de le faire. Et je trouve que c'est dommage, au fait. Pour moi, ces gens, OK, tout le monde est au niveau 0. Même si la personne arrive, il passe même 6 mois à apprendre sur le sujet. Il connaît 1000 fois plus que celui qui ne connaît rien, tu vois. Au moins, il peut apprendre à ces personnes. Et là, ça va faire que tout le monde va se retrouver au niveau 1. Même si c'est 1 sur 10, tu veux lui donner. Au moins, il a aidé les autres qui sont à 0 à être à 1 sur 10 comme lui, tu vois un peu. Okay. Ainsi de suite, quand tout le monde va se retrouver au niveau 1 maintenant, ils vont se demander, mais au fait, qui peut nous ramener au niveau 2? Tu vois un peu. Donc, pour moi, c'est juste une bonne façon de contribuer au développement, au fait, de l'écosystème.
Tout simplement. Donc, pour moi, c'est dommage que des gens qui sont au niveau... Ils sont même pas au niveau 10, quoi, parce qu'ils ne sont pas les meilleurs du monde. Ils sont peut-être les meilleurs au Bénin et tout le reste. Et eux-mêmes, ils s'en rendent compte, tu vois, un peu. Donc, et quelqu'un qui est à ce niveau-là, donc je lui donnerais peut-être un 6 ou un 7 au plus, vient maintenant critiquer l'autre qui est à 1 et dit que, OK, lui, c'est un fraudeur ou je ne sais pas quoi, juste parce qu'il essaie de vendre aux autres qui sont à 0, au fait, tu vois. Ouais. Et aussi, c'est important de vendre parce que on n'a pas de ressources illimitées et tout. Ce qui arrive, c'est que même si tu veux aider les autres, ben, si tu meurs de faim, comment est-ce que tu aides les autres, tu vois? S'ils sont prêts à te payer, qu'ils te payent pour ça, ce qui va arriver, c'est que, OK, tu auras plus de temps et de ressources pour aider encore plus de personnes. Donc, c'est très important, en fait, l'activité économique. Très important. Et tu penses que ça participe au développement? Oui, totalement. Au fait, je vois quand même, et je suis franchement fier de ça, je vois qu'il y a plein de gens, de jeunes aujourd'hui qui savent vendre, tu vois. Ils peuvent vendre n'importe quoi. Ils peuvent vendre de l'eau à quelqu'un qui est, comment je vais dire, au milieu de l'océan ou je sais pas quoi. Et tout le reste, c'est pas grave. Au moins, ils sont en train de maîtriser la vente. Maintenant, il reste du travail à faire peut-être en termes de, OK, comment est-ce qu'on développe des produits de meilleure qualité, comment est-ce qu'on apporte plus de valeur, etc., tu vois. Donc, au fait, tout ça, c'est plusieurs pièces d'un même aspect. Si tu sais développer des produits, tu sais écrire du code, mais tu ne sais pas vendre, ça sert à quoi ton code, par exemple, tu vois. Mais non, ou si tu es expert en je ne sais pas quoi et tu ne sais pas vendre, ça sert à quoi. Donc, ceux qui savent vendre, il faut qu'ils apprennent plus pour augmenter leur capacité à délivrer de la valeur. Et il faut que les autres se décident à vendre ou au moins arrêter de critiquer ceux qui essaient de vendre. Parfait. Merci à toi pour ton avis sur le sujet. Et je vais profiter pour te demander, selon toi toujours, est-ce que tu penses que l'industrie, l'univers des produits digitaux, c'est une réelle opportunité ou un effet de mode? C'est difficile à répondre, en fait. Je pense que tout est un effet de mode aujourd'hui, quand même, dans une certaine mesure. Ce qui arrive souvent, genre, tout le monde vient et parle d'un truc comme si ça allait juste changer le monde et tout. Et on se rend compte que non, en fait, ça ne va pas changer le monde. Et la plupart des gens vont juste détourner leur regard et aller encore sauter sur la prochaine chose qui va changer le monde. C'est ce qui arrive souvent. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui vont rester et qui vont continuer à travailler sans relâche et tout et continuer à faire avancer les choses. Donc ça se passe avec tout, que ce soit les produits numériques, l'IA, etc. À un certain moment, le buzz diminue et les vraies personnes vont juste continuer à travailler dessus. Mais je pense que oui, en général, ça permet de transmettre des connaissances à des gens et tout. Même si des connaissances basiques, hein, il y a des gens qui n'ont pas ces connaissances, donc ça permet de leur transmettre ça. Ça permet à d'autres personnes d'apprendre. Quand je commençais, par exemple, ce que j'observe aujourd'hui, ça ressemble un peu au moment où je commençais en 2005-2006, là, où aux États-Unis, tout le monde aussi produisait des e-books, des formations et tout le reste, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des gens avec qui j'ai travaillé et tout. Et quand je regardais ce qu'ils produisaient, j'étais du genre... J'avais aussi les mêmes réflexions, mais bon, ils me payaient, donc c'est bon, au fait, tu vois. Je me disais, mais ça, c'est des trucs basiques. Comment est-ce que les gens peuvent acheter ça? Pourquoi est-ce que vous vendez ça alors qu'il y a ça gratuitement, je sais où, tu vois un peu. Mais ces gens aujourd'hui, ils ont appris à vendre, tu vois. Et certains sont genre directeurs marketing de grosses boîtes qui font des centaines de millions, tu vois. Aujourd'hui, ils savent vendre et tout, et ils peuvent vendre des produits qui ont encore beaucoup plus de valeur que ce qu'ils leur vendaient avant. Ok, tout simplement. Donc, ils ont pris en termes d'expérience. Oui, au fait. Donc, pour moi, c'est genre, ça apporte de l'expérience à celui qui vend, mais ça apporte aussi aux autres personnes de la valeur qui achètent, quoi. Ouais, totalement. Et là, tout à l'heure, tu parlais du fait de rester. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis, durant toutes ces années, de quand même rester sur le long terme, de ne pas abandonner à un certain moment? Parce que voilà, tu as parlé de dépression, tu as parlé de pas mal de choses qui pourraient quand même t'amener à te dire, OK, je me retire complètement pour aller me reconstruire en dehors du digital, mais tu ne l'as pas fait. Le truc qu'on apprend, c'est que la réussite dépend, comme je disais, de la culture. Non seulement, j'avais parlé de développement, oui, mais la réussite personnelle aussi. Genre, je ne peux pas devenir le meilleur du monde en étant parmi des Américains, en fait, tu vois. Genre, je vais me heurter à un certain plafond de verre. Pas parce qu'ils ne veulent pas, ils se disent que je suis noir et je ne peux pas arriver à un certain niveau, mais juste parce que leur façon de penser, d'être, genre, je serais juste comme, comment je vais dire? Ouais, il y a le truc là, le petit, le vilain canard ou un truc comme ça, tu vois. Donc, tu as d'une façon d'être, tu es un canard et tu vas te mettre parmi les poules pour dire que tu veux réussir. Tu vois un peu. Donc, reste parmi les canards, quoi, tu vois. Donc, pour moi, le meilleur endroit pour réussir, pour quelqu'un qui a grandi en Afrique et tout,
je ne parle pas d'être noir, de couleur de peau, mais j'ai grandi dans cet environnement et tout le reste. Donc, le meilleur endroit pour réussir, c'est dans cet environnement où j'ai grandi, quoi. Tout simplement. Ouais. Et en parlant de ça, est-ce que tu penses que la nouvelle génération comprend réellement les enjeux du digital à l'heure actuelle? Pour moi, il ne s'agit pas de comprendre les enjeux de quoi. Pour moi, ça veut dire qu'il y a trop de gros mots. Je préfère être terre à terre. Ok. Tant que tu fais quelque chose et que c'est amusant et que tu t'épanouis et tout le reste, pour moi, c'est le plus important. Rappelle-toi, j'ai commencé en essayant de lire des mangas, quoi. Je n'ai pas commencé Ouais, parce totalement. que pour des raisons sérieuses, parce que je veux réussir dans ma vie ou je ne sais pas quoi, au fait, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Bon, maintenant, il faut te rappeler que oui, il faut aussi que tu manges et tout, donc il faut que tu gagnes un peu d'argent et tout. Mais c'est juste une question d'épanouissement personnel, tu vois. Ouais. Et l'épanouissement personnel, ça ne suffit pas à avoir des millions dans son compte en banque et tout. Il y a des gens qui ont des millions mais qui ne sont pas épanouis. Quand vous voyez par exemple le procès de Didi, P. Didi et tout, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont riches mais qui ne sont pas vraiment heureux et qui cherchent d'autres façons d'être heureux et tout, tu vois. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... C'est une question de rien, c'est juste chacun qui choisit comment est-ce qu'il veut être heureux dans sa vie, tu vois. Ouais, totalement. Ça fait plaisir. Je crois qu'on n'a vraiment pas abordé presque tous les volets en ce qui concerne ton parcours, ta carrière professionnelle dans le digital, je vais dire. Ça fait plaisir et je crois que ça devrait inspirer plus d'un. Et là, tout à l'heure, t'as abordé le sujet avant que je l'aborde, mais donc on va brosser cela très rapidement. Tu as parlé du fait que tu avais dit à ta fiancée, ensuite tu t'es marié. Avant même qu'on parle de ça, est-ce que toi, tu penses que le fait de démarrer, par exemple, dans l'entrepreneuriat et à côté peut-être d'avoir une relation, c'est quelque chose qui peut aller de pair ou il y a des conditions qui pourraient faciliter cela? Au fait, un être humain, c'est plusieurs aspects, tu vois. Il y a l'aspect, je vais dire, professionnel, il y a tes loisirs, il y a ta vie amoureuse, etc. Et au fait, il faut que tu développes tous ces aspects à la fois, tu vois. Donc, c'est un peu comme si, je vois beaucoup de gens qui sont juste dans le travail et tout, et qui se disent, mais après, ils vont se préoccuper des femmes. Mais oui, OK, après, mais là, tu commences à zéro, quoi, tu vois. Pendant que peut-être l'autre a commencé à 17 ans à apprendre comment Totalement. entretenir une bonne relation avec un autre être humain. Vous allez vivre dans la maison ensemble tous les jours, vous aurez envie de vous tuer parfois et tout le reste. Donc, comment est-ce que tu gères ça, tu vois? Donc, en fait, c'est toujours des choix personnels. Tu peux décider que, OK, c'est à 40 ans que tu vas commencer à apprendre ça ou à 50 ans quand tu seras riche, mais je ne suis pas sûr que tu vas mieux t'en sortir que celui qui a appris ça très tôt, tu vois. Donc, c'est juste jongler. Je pense que beaucoup de jeunes se mettent beaucoup de pression du genre, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai je ne sais pas quoi et tout. Je comprends cette pression parce que quand tu vis dans un milieu où, quand tu observes les gens ailleurs, tu te dis les gens ont beaucoup, mais vous n'avez rien ici. Donc, il faut que je travaille, que je cours derrière les opportunités pour m'en sortir dans la vie. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans une situation où ça ne te rend pas heureux plus tard, tu vois. Parce qu'à un certain moment, tu cours derrière l'argent, mais après, tu te rends compte qu'au fait, l'argent ne t'a rien apporté. Enfin, le seul artiste qui est décédé, j'ai coulé quelques larmes et tout, c'est, comment il s'appelle? Avicii. Je ne sais pas si tu connais Avicii, il fait de l'électro et tout. Ok, non, En fait, tu dois connaître certaines chansons. Il y a, par exemple, il y a Wake Me Up, don't Wake Me Up, Ouais, tu vois. ouais, Genre, il j'entends a parler. fait plein de sons qui sont genre Ouais. super. Il y a Levels. Non, 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 c'est non, pas non, connu. non. OK. Donc, lui, au fait, il avait dans sa vie, il voulait être le meilleur. Déjà, il déprimait. Lui, je pense que c'était peut-être un peu plus... C'était pas juste quand moi, je vais dire je déprime. Je pense que c'était quand même... Plus évolué. Hein. Oui, genre en termes de comment son corps fonctionnait et tout. Donc, depuis l'adolescence, déjà, il était déjà dans certains trucs. Mais il s'est réfugié dans la musique parce qu'il se disait, OK, avec la musique, je peux devenir bon et tout. Donc, c'était un peu comme une façon de fuir, au fait, cette démon personnel, tu vois. Mais après, en quelques années, dans la vingtaine, il devient vraiment populaire, l'artiste le mieux payé du monde et tout, avec je sais combien de centaines de millions de dollars de revenus ou de fortune, etc. Et il devient vraiment le meilleur, quoi, en termes de musique. Il est partout, toute l'année. Il est en train de faire des festivals et tout. Il est en Europe, en Australie, aux États-Unis. Au fait, genre dans le monde électro, au fait, c'est pas comme les autres types de musique.
tu vas voir que c'est des gens qui aiment faire la fête. Donc, ils font le tour du monde. Quand il y a l'hiver ici, ils vont en Australie où il y a l'été ou en Afrique du Sud. Quand il y a l'hiver arrive là-bas, ils reviennent en Europe ou à Ibiza et tout, à Miami où il y a l'été. Tu vois un peu. Donc, tout le temps, ils sont en tournée. Tu vois. Donc, c'est vraiment sur le corps et sur le moral. Ça prend vraiment beaucoup de l'artiste. Mais tu vois qu'il court après ça pour être le meilleur. Il devient le meilleur. Il se rend compte qu'au fait, ses démons personnels ne sont pas partis. Et c'est encore plus grave parce que au moment où tu n'es pas connu, où tu es tout seul, tu n'as pas beaucoup d'argent et tout, ce qui arrive, c'est que au moins tu peux faire confiance à tes proches, tu vois, à tes amis. Tu sais qu'ils sont vraiment là pour toi et ils sont là pour t'aider. Mais au moment où tu réussis, tu fais confiance à qui? Tout le monde est autour de toi pour gagner pour de l'argent ou pour des trucs comme ça. Donc tu te retrouves encore plus seul, tu vois un peu. Et là, il faut faire face à tes démons à un moment où tu es plus seul, tu ne sais plus à qui faire confiance. Donc ça devient encore beaucoup plus difficile, ce que les gens ne se rendent pas compte et tout. Et donc là, il s'est suicidé, par exemple, tu vois un peu. Parce que, OK, il a couru derrière tout ça, mais en fait, d'abord, il a même essayé de se soigner. Il a arrêté de faire la musique. Il a passé 2 ans à faire des trucs de méditation et tout le reste. Et il est revenu. Je disais que j'étais en Suède. J'étais allé dans son musée, au fait. Ils ont fait un musée en son nom et tout. On raconte sa vie et tout. Mais tu sens quelqu'un qui cherchait quelque chose, qui s'est réfugié dans sa réussite et tout, et qui pensait que la réussite allait le faire réussir et tout, mais qui au final s'est rendu compte que non, qu'il n'y a rien dans la réussite, tu vois un peu. Donc au fait, c'est un truc vraiment à éviter, quoi. Tout simplement. Et là, tu as parlé de Suède. Après, dans ce podcast, même sans qu'on le mentionne, il y a pas mal de destinations que tu as fait. Est-ce que de base, tu as une passion pour le fait de voyager ou tu voyages quand il s'agit de travailler pour les activités? Ouais, j'aime voyager et tout. Ce que j'ai appris, c'est que déjà voyager, ça te montre d'autres personnes, d'autres façons de faire. Quand tu vas te rendre compte que, OK, on t'a vendu 2 Yovodoka à 15 €. à 15 €. Ouais. Là, tu reviens, tu te rends compte que de la valeur de ton Yovodoka. Exactement. Exactement. Et tu vas plus apprécier ce qui est fait chez toi. Oui, quand même bon, c'était exactement le même goût et tout. Ah ouais. Tu vois. Même, tu vois, j'ai mangé en Côte d'Ivoire, ils appellent ça Blow Photo, je pense, si je ne me trompe pas. L'équivalent du Yovodoka. Oui, exactement. Mais celui que j'ai mangé en Suède a le même goût que le béninois comparé à celui. Genre, c'est plus proche que celui de l'ivoirien. Tu vois. Genre, c'était vraiment dingue. Donc, quand tu vas là-bas, ailleurs, et tu te rends compte qu'au fait, les gens ont des problématiques et tu as des trucs ici qui ont beaucoup de valeur. Je vois plein de béninois, et je pense beaucoup de nationalités sûrement aiment faire ça. On aime souvent critiquer ce qui se fait ici. On dit oui, les Béninois sont ça, ils font ça, c'est pas bien. En Côte d'Ivoire, il y a tel truc qui est très bien, en tel truc, il y a tel truc. Mais on ne se rend pas compte, au fait, il y a tellement de bonnes choses ici qu'on peut valoriser et on laisse tomber tout ça, tu vois. On dit qu'ici, c'est un désert et on va chercher les oasis là-bas et tout, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, la première chose. Mais il y a plein d'autres bénéfices, même personnels et tout, tu vois. Quand tu vas dans de nouveaux endroits, tu découvres de nouvelles choses. Au fait, c'est un peu comme si tu deviens comme un enfant et le temps va plus lentement, tu vois. Tout à fait. Au moment où tu connais tout ton environnement, le temps passe vite parce que tu ne remarques pas les petits détails et tout. Mais quand tu vas dans d'autres endroits, le temps va plus lentement. Ça te permet de mieux réfléchir à certains trucs et tout. Tout à fait. Ça te permet de rencontrer des personnes, de t'évader. C'est un peu comme si tu vivais ailleurs. Tous les soucis que tu avais de l'autre côté n'existent plus. Tu vois. En fait, il y a pas mal de trucs. Et tu t'amuses, tu apprends des trucs. Voilà quoi. Ah ouais, c'est intéressant. Très, très bien. Et là, on s'approche pratiquement de la fin, là. Si tu devrais retourner, disons, fin d'année en arrière et reprendre et repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je fais exactement la même chose. Tu vas revendre ta boîte à 150 millions et... Oui. Je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Okay. J'aimerais bien ne pas la revendre à ce prix-là. Mais en même temps, si je ne la revends pas, je vais devenir une autre personne. Tu vois un peu. Je vais faire d'autres choix. Et donc, est-ce que j'ai envie d'être une personne différente C'est un peu comme si tu me demandais... Tout à fait. Pour moi, cette question, ça revient. Est-ce que je m'aime aujourd'hui comme je suis? Tu vois. Ouais. Est-ce que je vais changer les événements qui ont fait de moi la personne que je suis là aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, au fait. Tu es fier de toi? Ouais. Totalement. Et voilà, dernière question. Quel serait, toi, ton conseil pour un jeune qui se dit motivé, mais qui peut-être, à cause de ces réalités, se demande par quoi commencer? Mais il y a plein de trucs par lesquels on peut commencer. Aujourd'hui, il y a l'EA, il y a le commerce, l'e-commerce et tout.
que ce soit les produits digitaux, les produits physiques. Par exemple, avec Tama, on s'intéresse maintenant beaucoup aux produits physiques parce que les gens nous ont dit, en fait, vous vendez beaucoup, on vend beaucoup, par WhatsApp et tout le reste. On a automatisé plein de trucs, mais les gens qui vendent des produits physiques se demandent, OK, comment est-ce qu'on fait la même chose et tout. Donc, on a commencé à leur fournir des solutions pour ça et tout. Et donc, en fait, il y a vraiment plein de trucs. Il y a l'AI, il y a tellement de domaines aujourd'hui auxquels on peut s'intéresser. Donc, je ne peux pas vraiment recommander un domaine spécifique parce que je sais que les cerveaux des gens fonctionnent différemment. Tu vois. Par exemple, moi, pour apprendre, je connais des gens qui aiment regarder des vidéos pour apprendre. Moi, une vidéo va juste m'ennuyer. Tu vois. Je préfère lire à cause de la densité de l'information quand tu lis et tout le reste. Les cours vidéo, par exemple, ça ne marche pas. Alors que d'autres personnes, c'est le contraire. Tu vois. J'ai des centres d'intérêt que d'autres personnes n'ont pas. Je disais, j'ai des amis avec qui on a commencé, ils ont du succès, mais chacun vraiment dans son domaine et tout. Tu vois. Il y a vraiment une multitude. Mais c'est vraiment, je pense, le point commun, c'est vraiment être passionné par ce qu'on fait. Tu vois. Vraiment, c'est pas une question de... Beaucoup de gens que je connaissais faisaient des trucs pour l'argent. Je veux gagner de l'argent, riche, comment faire pour gagner de l'argent? Et je leur disais, pour gagner de l'argent, il faut que tu arrêtes de penser à l'argent. Carrément. Et que tu fasses juste ce que tu fais, tu vois. Et en fait, une fois que tu fais ça, tu vas développer une certaine expertise et tout, ce qui fait que les gens qui ont besoin de ce que tu as développé là vont venir vers toi, en fait, tu vois. Donc, aujourd'hui, moi, il y a des opportunités qui viennent à moi et je suis pratiquement la seule personne qu'ils connaissent et tout, qui peut gérer ce genre d'opportunités, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment être passionné par les choses, apprendre, se développer et tout. Mais en même temps, toujours quand même penser à l'argent. Toujours penser à l'argent. C'est un peu contradictoire, en fait. Par exemple, quand moi, j'avais commencé, un truc que j'ai vu, par exemple, des gens, je t'ai dit, je faisais $150 de l'heure et tout, mais il y a des gens, par exemple, qui, quelques années après, faisaient de la rédaction, par exemple, à 6 francs le mot ou des trucs comme ça. Et j'étais du genre, mais qu'est-ce que vous faites, tu vois? Moi, ce qui est arrivé en ce moment, quand j'arrivais à avoir de... Enfin, déjà, mon truc, c'est que je ne voulais pas faire des tarifs plus bas. Si je t'offre un service de la même qualité que quelqu'un qui est dans la Silicon Valley, donc tu as un tarif de Silicon Valley, que je sois au Bénin, dans un village et tout, ce n'est pas ton problème, en fait. Tu vois un peu. Mais en même temps, moi, ça me donnait un avantage parce que si la vie est moins chère ici, ça fait que ce que... si je gagne, c'est un exemple, si je gagne genre 10 millions par mois, par exemple, je peux juste travailler 2 mois dans l'année et utiliser mes 20 millions pour vivre toute l'année. Et le reste du temps, là, je vais vraiment travailler sur des trucs qui me passionnent et continuer à développer mes compétences. Donc, c'est pour ça que l'argent est aussi important. Pas pour avoir de l'argent et tout, mais pour pouvoir continuer à se développer, pouvoir investir en soi-même, pouvoir investir aussi dans la communauté. Par exemple, les trucs qu'on a fait avec TechExcel et Trilab. Si genre, je crevais de faim, j'aurais juste pas pu venir là pendant des années sans rien gagner du tout. Tu vois, un peu sans... Voilà, donc des trucs de ce genre. Et donc, ouais, c'est ça, je vais dire. Genre, se concentrer sur ses passions, se développer et tout. Ne pas trop stresser à cause de l'argent, mais en même temps penser à comment monétiser tout ça. Parce qu'au fait, quand tu monétises, c'est une façon pour la société de te faire confiance, de dire, OK, ce que tu m'apportes, ça m'intéresse, ça m'apporte de la valeur, donc je suis prêt à payer pour ça. Tu vois un peu. Donc, c'est juste une validation de tout ton travail derrière, au fait. Tout simplement. Voilà. Et est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain? Je ne sais pas comment répondre. Parce qu'après, c'est... Remplacer comment? Est-ce que ça va tuer tous les êtres humains? Non, remplacer l'humain en termes de compétences. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple d'un graphiste. Tu vois, c'est un sujet qui fait tendance quand même sur les réseaux. Ce que je n'arrive pas juste à comprendre, c'est pourquoi les gens s'accrochent aux compétences et au métier, au fait. Genre, ce que tu fais là, par exemple, toi, en tant que jeune, je vais te poser une question aussi. En tant que jeune et tout, pourquoi tu fais ce que tu fais? Moi, parce que ça me passionne. OK. Est-ce que c'est pour créer des pages de vote? Non. Ton objectif dans ta vie, c'est de créer des pages de vote. Non. Donc, si une intelligence peut venir faire ça à ta place, mais tant mieux, en fait. Donc, je comprends juste pas pourquoi les gens sont vraiment... Tout d'un coup. Voilà, au fait, tu vois. Ouais. Donc, oui, effectivement, enfin, c'est comme un paysan qui a ça ou pour labourer le truc et qui voit des machines et qui dit que non, il veut pas, il préfère continuer à labourer à la main parce que ça va pas... Non, mais au fait, non. Genre, tu prends la machine, tu laboures et tu gagnes plus d'argent avec la machine et tout, tu vois un peu. Mais quand même si la machine est là, il faut quand même des êtres humains pour dire à la machine qu'est-ce qu'il faut faire et tout le reste, tu vois un peu. Et je pense que ça ne pourra jamais remplacer.
Merci. Et même si ça remplaçait, que ça produisait toute notre nourriture, tout, mais tant mieux, au fait, on va passer notre temps à s'amuser, donc c'est pas cool. Tout simplement, il n'y aura plus d'activité économique, Ben oui, donc au fait. tout le monde serait... Non, mais c'est ce que les gens pensent souvent, en fait. L'activité économique, c'est pas l'argent. L'argent, c'est pas... L'activité économique, c'est les échanges entre les êtres humains, tu vois. Donc, même si tu remplaces tous ces trucs qui permettent de gagner de l'argent et tout, les êtres humains auront toujours envie d'échanger entre eux. Donc, il y aura toujours une activité économique, au fait. On ne peut pas enlever ça des êtres humains. Ok. Ah ouais, ça c'est une leçon que j'apprends là tout de suite. Hein. Ah ouais, non, c'est intéressant. Merci à toi. Après, quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, je pense qu'on a parlé de pas mal de trucs. Ouais, totalement. Mon mot de fin, c'est juste, je vais dire à tous les jeunes qui aujourd'hui essaient de réussir, qui cherchent comment faire et tout, de juste pas se décourager. Il y a plein de gens comme eux qui sont sur le même chemin. Il y a des gens qui sont plus avancés sur le chemin, il y a des gens qui sont plus en arrière sur le chemin et tout. C'est juste de s'épanouir, de trouver des façons de s'épanouir et d'être heureux, au fait, tu vois. Ceux qui travaillent dur, qui sont en train de courir après l'argent et tout, je leur dis de ralentir un peu parce que c'est aussi très dangereux et tout. Mais juste chercher, au fait, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que si tu sors un camion te cognait là, tout de suite, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu regretterais? Tu vois un peu. Genre, il y a des gens qui courent après l'argent, qui se disent, ouais, je vais aller en vacances. Après, quand j'aurai telle ou telle somme, il faut leur demander, OK, et si un camion te cogne avant que tu n'ailles en vacances, tu vois? Donc peut-être il faut juste te contenter du peu que tu as là et d'aller en vacances en même temps, tu vois? Peut-être que c'est les vacances qui sont importantes et pas le fait que tu sois en train de gagner de l'argent, tu vois un peu. Ouais, donc c'est vraiment ça. Donc essayer de vivre pleinement chaque jour, en fait, tu vois? Et c'est vraiment... J'ai remarqué ceux qui ont souvent ce mindset et tout, ils arrivent souvent à s'en sortir dans la vie. Parce qu'ils arrivent à créer un équilibre, au fait, sur les différents aspects de leur vie. Tout à fait. Merci. Merci à toi, Ulrich. Et une fois encore, je te remercie d'avoir ménagé ton emploi du temps pour qu'on fasse ça. Je suis sûr que ce podcast, ça va inspirer plus d'un. J'espère. Ouais, ça, c'est totalement sûr parce que moi-même, je sais pas combien de fois je vais reçu ça. Ça fait plaisir. Et voilà, on espère beaucoup de suite, voilà, pour Tama. Déjà, ta vision pour Tama d'ici les 5 prochaines années, c'est quoi? Au fait, c'est juste d'aider les gens au maximum. Donc, comme j'ai constaté là, c'est qu'on est quand même parmi les mieux positionnés. Aujourd'hui, par exemple, en termes de... Il y a des concurrents? Oui, il y a des concurrents, toujours. Enfin, il y a par exemple YouScribe, qui est une plateforme française et tout, où beaucoup d'Africains ont leur truc. Il y a les Amazon et tout le reste, tu vois. Mais nous, c'est pas vraiment la vision de vendre des livres. Comme je disais, c'est vraiment transmettre de la culture et tout. Et au final, je me rendais compte aussi que la culture se transmet beaucoup par le commerce. Donc, comme je disais tout de suite, l'activité économique, c'est juste des êtres humains qui échangent entre eux, tu vois. Et quand on échange, quand je te donne quelque chose, la meilleure manière de recevoir quelque chose en retour, c'est pas de te dire, OK, tu es menuisier, par exemple, dans 3 jours, quand j'aurai besoin d'un fauteuil, je vais revenir te voir. C'est que tu me donnes de l'argent, je te donne mon truc. Dans 3 jours, si j'ai besoin de toi, je reviens encore avec de l'argent que je te donne, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, on est en train de s'étendre plus globalement en e-commerce. Donc, on crée des outils pour permettre maintenant à ceux qui vendent des produits physiques en ligne. Aujourd'hui, tu vois, comme je disais, on vend des centaines de livres chaque jour et tout. Donc, comment est-ce que tu arrives à faire des centaines de ventes sans être complètement débordé de messages WhatsApp et tout le reste, tu vois? Comment est-ce que tu arrives à gérer le statut de tes commandes? Les paiements, par exemple, on a des paiements dans 17 pays d'Afrique en mobile money et tout. C'est encore des problématiques que des gens rencontrent, tu vois. Donc, on essaie maintenant de mettre en place toute une plateforme qui permet décentraliser à quelqu'un qui veut vendre en ligne et tout, de le faire plus facilement, tu vois, et de le faire à plus grande échelle, au fait. Et ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, c'est que la vente en ligne, il n'y a plus vraiment... Les gens disent vendre en ligne et tout, mais on constate quoi? Ceux qui vendent en ligne le plus aujourd'hui, en produits physiques par exemple, c'est les gens qui vendent des habits et tout, des prêt-à-porter, des ustensiles de maison, des jouets, etc. Mais au fait, c'est ce qu'on vendait dans les boutiques au bord de la voie et qu'on vend aujourd'hui. C'est un peu comme si toute cette activité-là est juste en train d'aller en ligne, tu vois. Donc, il n'y a plus genre vente en ligne pour les gens en ligne et vente physique pour les gens physiques. Tu vois un peu, les deux sont vraiment en train de se croiser, au fait. Tout à fait. Ok, c'est intéressant de le savoir et voilà, on espère juste beaucoup de suite pour tout ça et
voir à quel point ça va encore changer les choses. Merci. Et moi aussi, j'ai hâte de te voir interviewer dans quelques années et tout. Je trouve que ce que tu fais est extraordinaire, surtout en termes de vente et tout. Genre, tu maîtrises vraiment mieux que beaucoup de gens qui ont plus d'expérience et tout. Donc, il suffit juste de continuer comme ça et d'améliorer, de délivrer plus de valeur aux gens qui te suivent et qui achètent chez toi. Merci, ça fait plaisir. C'est la première fois que je reçois un retour pareil en podcast. Ça fait vraiment plaisir, Tenene. Je te remercie. Tu inspires énormément et continue, voilà, tout simplement, d'émettre tel que tu es et continue de nous inspirer, Ulrich. Merci. Merci, Merci à toi. pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est un plaisir partagé. N'hésitez pas à partager donc vos avis en commentaire sur le parcours d'Ulrich. Et voilà, on se dit donc à la prochaine pour un nouvel épisode.